Papaye dans le désert du Sahel, miracle ou mirage? En l'an 2025, le gouvernement du Burkina Faso a créé la surprise avec une déclaration inouïe. 100 hectares de papayers seraient bientôt plantés au cœur du Sahel. Dans une région que l'on croyait condamnée à la sécheresse, avec des températures frôlant les 110 degrés Fahrenheit et des sols qualifiés d'incultivables, la nouvelle a d'abord semblé irréaliste, presque comme une fable racontée aux enfants pour les endormir. Pourtant, sur le terrain, tout a basculé. Des puits ont été forés dans la roche, des champs de panneaux solaires dressés face à un ciel implacable, et des réseaux d'irrigation goutte à goutte ont serpenté sur des kilomètres de sable. Là où il n'y avait que poussière et abandon, des lignes d'irrigation noires et de jeunes papayers sont soudain apparus, défiant l'histoire du Sahel. Le choix de la papaye n'est pas anodin. Ce fruit incarne le refus de la fatalité, la volonté de briser le cycle des échecs et de transformer l'image d'un peuple trop souvent réduit à l'assistanat. Cette plantation ne vise pas seulement la production de fruits, elle veut surtout prouver qu'il est possible de reconquérir un territoire que beaucoup croyaient définitivement perdu. Mais derrière les images frappantes et les promesses de récoltes miraculeuses, une question brûle. Cette transformation du Sahel est-elle vraiment durable? Ou n'est-ce qu'une illusion éphémère, prête à se dissiper dès que la tension retombera? Tout se joue maintenant. Croire à la renaissance du Sahel, ou voir s'écrouler un nouvel espoir collectif, anéantissant la confiance dans le progrès et la capacité du pays à choisir sa destinée. L'enjeu dépasse largement la culture d'un fruit. C'est un combat pour la souveraineté, la dignité et la survie. Mais derrière cette vitrine d'innovation, qui sont les véritables acteurs de ce projet? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour changer le destin du Sahel? Pendant des décennies, le Sahel n'était qu'un nom associé à la sécheresse et à l'abandon. La terre, craquelée et sans vie, semblait vouée à la poussière éternelle. Les ONG défilaient, apportant des sacs de riz, mais jamais de solution durable. Peu à peu, les villages se sont vidés. Les habitants, las de lutter contre le sable et la faim, ont fui vers les villes ou plus loin encore. Les maisons effondrées et les écoles désertes racontèrent le silence d'une région oubliée. Ici, la papaye était un rêve absurde. Ce fruit, gorgé d'eau, restait l'emblème d'un ailleurs inaccessible. Quiconque parlait de cultiver des papayers dans le Sahel était accueilli par des sourires incrédules ou des haussements d'épaules. C'est dans cette atmosphère de résignation qu'est né le projet Désert vert. Un pari insensé. En 5 années, transformer 100 hectares de désert en verger, avec l'appui de l'armée et d'une équipe d'ingénieurs. Pour beaucoup, c'était mission impossible. Mais une poignée d'irréductibles y a cru. Ils se sont inspirés d'autres expériences à travers le monde, comme le fameux projet israélien de la vallée de l'Arava, où des fermiers avaient réussi à faire pousser des tomates et des melons dans le désert du Negev, prouvant que là où il y a volonté et innovation, il peut y avoir vie. Les premiers actes ont été décisifs. 17 puits, forés à plus de 150 mètres, ont cherché l'eau enfouie depuis des générations. Au-dessus, des champs de panneaux solaires, étendus comme de petites cités, captaient chaque rayon pour alimenter les pompes et un réseau d'irrigation millimétré. Des lignes sombres d'irrigation ont bientôt sillonné la poussière. Goutte à goutte, l'eau a réveillé la terre endormie. Les premiers papayers ont timidement percé la croûte, fragiles mais vivants. Leur apparition a attiré les oiseaux, disparus depuis longtemps, témoins d'une renaissance inattendue. Pour bien comprendre ce que représentait cette résurrection, rappelons-nous que dans les années 70, la région du Sahel avait été frappée par une sécheresse historique. Pendant près d'une décennie, les récoltes échouaient, le bétail mourait et la famine emportait des dizaines de milliers de vies. Les initiatives de reboisement, comme le début du projet de la Grande Muraille Verte, avaient alors échoué à cause du manque de moyens et de coordination. Mais ici, avec la papaye, on tentait une nouvelle voie, celle de l'agro-innovation adaptée aux ressources locales. Les réactions de la population étaient mitigées. Certains se moquaient, pariant sur un échec cuisant. D'autres espéraient, murmurant que le destin du Sahel pouvait changer. Mais tous savaient que si ce projet s'effondrait,
la région resterait prisonnière de l'aide humanitaire et toute une jeunesse condamnée à l'exil ou à la dépendance. Derrière les prouesses techniques, une question plus profonde se profilait. Qui, demain, contrôlerait cette terre ressuscitée et ses richesses? Pour comprendre ce qui était réellement en jeu, il fallait remonter à la naissance du projet et dévoiler les stratégies cachées de ses initiateurs. Car derrière chaque plantation, un nouveau rapport de force prenait racine. Dans d'autres pays, des situations similaires se sont produites. Par exemple, au Kenya, la culture florale destinée à l'exportation avait permis à certaines régions de s'enrichir rapidement, mais au prix d'une dépendance accrue vis-à-vis des investisseurs étrangers et d'une pression accrue sur les ressources en eau. Le Burkina Faso voulait éviter cet écueil. Quand la saison de la récolte arrive enfin, l'attente se transforme en convoitise. Dans le Sahel, la papaye n'est plus un simple fruit. Elle incarne désormais une fierté nationale. Son parfum sucré flotte au-dessus des villages, réveille les souvenirs des anciens et, plus encore, allume l'espoir d'un avenir meilleur. La magie s'empare peu à peu des campagnes. Les jeunes, partis autrefois vers la ville ou l'étranger, reviennent, attirés par la promesse d'un travail digne. Les champs de papaye, cultivés collectivement, revitalisent le monde rural. Des femmes, désormais chefs d'exploitation, prennent les commandes, forment des collectifs solides, organisent la répartition des récoltes et des profits. Ce modèle coopératif bouleverse les équilibres, redonnant pouvoir et dignité à chacun. Ici, tout le monde reçoit sa part, mais surtout, chacun apprend et transmet au suivant. Prenons l'exemple de la coopérative de Kossi. Créée avec 20 familles, elle s'est peu à peu élargie à plus de 100 membres. Les réunions hebdomadaires sont devenues des espaces de formation. On y échange sur les techniques de compostage, on expérimente les associations de culture, on partage les difficultés et les réussites. Ce tissu social renouvelé est la clé d'une résilience durable. Les premiers résultats dépassent toutes les attentes. Là où l'on récoltait à peine quelques papayes, les rendements sont aujourd'hui multipliés par 4. Les marchés locaux croulent sous les fruits et, pour la première fois, le Burkina Faso expédie ses conteneurs vers l'Europe et l'Afrique du Nord. L'argent afflue, de nouvelles infrastructures vointent le jour, l'école du village ouvre à nouveau ses portes. Certains évoquent même un miracle. Mais plus la réussite grandit, plus les regards se tournent vers la papaye burkinabé. Rapidement, une rumeur enfle, une société européenne aurait soumis un contrat secret. Le document, circulant de téléphone en téléphone, promet d'énormes investissements, mais exige, en échange, la majorité du capital des coopératives. Le danger est immense, voir le fruit de tant d'efforts tomber sous domination étrangère. La nouvelle déclenche une onde de choc. Dans tout le pays, la colère monte. Des marches s'organisent, les débats enflamment la radio et les réseaux sociaux. La papaye appartient au peuple, scandent les manifestants. Pour beaucoup, céder ce patrimoine serait une trahison, une répétition des erreurs du passé, un abandon de la souveraineté enfin retrouvée. Ce sentiment de dépossession renvoie à l'histoire coloniale. Pendant des décennies, les ressources africaines ont été extraites au profit d'intérêts étrangers. Le coton du Burkina, jadis appelé l'or blanc, avait enrichi d'autres, laissant les paysans dans la misère. Cette fois, la population refuse de répéter ce scénario. Sous la pression populaire, le gouvernement doit réagir en urgence. Les ministres descendent dans les champs, les caméras filment. Ils promettent que la terre, l'eau et les arbres resteront la propriété des communautés locales. Un décret solennel réaffirme que la richesse née de la papaye ne peut être vendue à l'étranger sans un débat national profond. Le soulagement est immense, mais la vigilance reste de mise. La victoire populaire est-elle durable ou n'est-elle qu'une accalmie avant une nouvelle menace? L'enjeu est colossal. Ce projet façonne l'indépendance économique du Burkina Faso et sa capacité à choisir son destin. Pourtant, à peine le bras de fer apaisé, une nouvelle question surgit. Comment poursuivre cette success story sans sacrifier l'équilibre écologique du Sahel? Le défi environnemental s'annonce redoutable, car une oasis peut vite se transformer en mirage si la soif de rendement épuise la terre.
Plus de papaye, plus de revenus. Mais à quel coût pour la terre? Derrière l'image d'un miracle, que révèle la révolution verte du Burkina Faso, vraiment? Tout s'accélère. Dès l'an 2028, l'extension des papayerais passe à près de 600 hectares. Ce n'est plus un simple projet pilote. C'est tout un territoire qui change de visage, provoquant une onde de choc jusque dans les villages les plus isolés. Les coopératives et les petites entreprises locales se multiplient. Les bourgs autrefois oubliés s'animent, portés par un espoir nouveau. Les femmes, pour la première fois, prennent la tête de nombreuses activités agricoles et dépassent le cercle familial. Les jeunes, eux, reviennent massivement. Au lieu de partir pour la ville, ils choisissent de miser sur une terre redevenue fertile. Le Sahel attire de nouveau ses enfants, inversant la fuite des cerveaux. La fierté nationale refleurit. Les écoles rouvrent, les marchés se remplissent, la pauvreté recule à vue d'œil. Dans plusieurs provinces, l'économie locale est relancée, preuve éclatante que l'agriculture peut tout bouleverser, même le désert. Bientôt, l'effet d'entraînement franchit les frontières. Au Mali, au Niger, au Togo, des délégations affluent pour observer ce miracle burkinabé. Certains parlent déjà d'un modèle du Sahel. Sur la scène internationale, le Burkina Faso récolte louanges et distinctions. Conférences, prix, reportages. Le monde entier s'interroge. Cette expérience devient une réponse concrète au changement climatique. Un exemple qui inspire bien au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Mais derrière cette abondance, l'alerte retentit. Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Les nappes phréatiques, jusque-là inaccessibles, commencent à baisser dangereusement. Cette eau, moteur des miracles, n'est pas illimitée. Le débat s'enflamme. Peut-on concilier prospérité et préservation durable? Les experts se divisent. Certains défendent une irrigation raisonnée, d'autres réclament de freiner l'expansion. Le gouvernement, lui, tente de rassurer. Mais la question des réserves d'eau devient centrale. Au Maroc, le développement de l'agriculture sous serre dans la région d'Agadir avait également provoqué une baisse dramatique des nappes phréatiques, forçant les autorités à imposer des quotas d'irrigation et à encourager la récupération des eaux de pluie. Les leçons tirées de ces expériences étrangères guident désormais les discussions au Burkina Faso. L'abondance d'aujourd'hui pourrait bien creuser la pénurie de demain. Chaque fruit récolté pose la question du prix à payer et de l'équilibre fragile entre croissance et sauvegarde de la nature. Le Burkina Faso doit choisir, poursuivre la croissance à tout prix ou inventer une nouvelle voie responsable et durable. Un choix qui pourrait bouleverser le destin du Sahel tout entier. Pour avancer prudemment, un comité d'experts a été constitué. Son rôle, surveiller l'évolution des nappes, proposer des rotations culturales et encourager la plantation d'espèces complémentaires plus sobres en eau comme le moringa ou le niébé. On expérimente aussi l'utilisation de paillis organiques pour limiter l'évaporation et de microbassins pour récupérer l'eau de pluie. Du Sahel brûlant à la scène mondiale, voici des leçons d'espoir. Mais aussi des rappels d'humilité. Le vrai miracle n'est pas dans la technologie en soi, mais dans la manière dont elle s'est enracinée localement. Forage précis, irrigation goutte à goutte, panneaux solaires résistants à la poussière. Rien n'a été imposé d'en haut. C'est la gouvernance communautaire qui a cimenté le projet. Chaque famille a voix au chapitre et reçoit une part des récoltes. L'innovation n'a de sens que si elle s'adapte au quotidien. Dans la pratique, cette gouvernance se traduit par des assemblées régulières où l'on décide ensemble des orientations stratégiques, du choix des fournisseurs, des investissements à réaliser. Les anciens transmettent leur connaissance des sols, les jeunes apportent leur maîtrise des applications mobiles de suivi agricole. Cette hybridation des savoirs garantit l'efficacité et la durabilité des actions. Les retombées sont saisissantes. En moins d'une année, la dignité est revenue. Les villages oubliés voient revenir leurs jeunes, séduits par une nouvelle identité, celle d'agriculteurs entrepreneurs. Femmes et hommes reprennent leur destin en main, fiers de bâtir collectivement l'avenir. Mais la vigilance reste de mise. Les cycles de l'eau dictent la vie de la papaye.
Le moindre déséquilibre peut épuiser les nappes phréatiques. L'équipe doit marcher sur un fil, produire davantage sans sacrifier les ressources naturelles. Le projet Désert Vert n'est pas une formule miracle, mais un organisme vivant qui doit s'ajuster à chaque saison, à chaque imprévu. Pour garantir cette adaptabilité, des formations continues sont proposées aux agriculteurs. On y apprend à diversifier les cultures, à introduire des arbres fixateurs d'azote comme l'acacia, à utiliser des engrais naturels produits localement. L'objectif est de créer un système agroécologique où la papaye n'est qu'un pilier parmi d'autres. Cette réussite inspire bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pourtant, nul modèle universel. Chaque pays, chaque région doit inventer sa propre version. Climat, histoire, tissus sociaux, influences extérieures, chaque contexte est unique, chaque défi inédit. Au Brésil, par exemple, la transition de la région du Cerrado, autrefois stérile, en l'une des principales zones agricoles du monde, s'est accompagnée de défis écologiques majeurs, dont la destruction de la biodiversité et la salinisation des sols. Le Burkina Faso garde en mémoire ces exemples pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Au cœur de tout, il y a l'humain. Sans la solidarité, la ténacité, la capacité à résister aux doutes, rien n'eût été possible. Il faut déjouer la tentation de l'abandon, mais aussi la convoitise étrangère. Là où la résilience s'impose, la transformation devient durable. Derrière la papaye du Sahel se cache une arme géopolitique redoutable: la souveraineté alimentaire. Pouvoir nourrir sa population, c'est refuser la dépendance, résister aux chocs mondiaux et prendre place à la table des puissants. C'est un levier d'émancipation, de respect et de pouvoir insoupçonné. Pour nous, spectateurs, l'enjeu est double. S'inspirer de cette réussite, ou, pire, se laisser aveugler et ignorer la complexité. Ce pari n'est ni naïf, ni garanti. Il rappelle que l'inspiration n'a de valeur que si elle s'accompagne de lucidité et d'humilité. En somme, qu'avons-nous appris du pari du Burkina Faso? Pourquoi son écho résonne-t-il bien au-delà du Sahel? La réponse se dévoile dans l'impact concret, les tensions persistantes et la capacité d'adaptation. Allons voir comment cette expérience façonne déjà l'avenir, bien au-delà des récoltes. Le désert n'a pas encore plié, mais le Burkina Faso non plus. Face à la sécheresse, au vent brûlant et à la terre nue, le défi semblait fou. Pourtant, tout un peuple a refusé la résignation. Les silhouettes vertes des papayers dressés sur le sable ne relèvent pas de la magie. Elles témoignent d'une volonté farouche de transformer le destin. Des générations entières ont vu le Sahel comme un cimetière de rêves agricoles. Mais aujourd'hui, des milliers de jeunes arbres enracinés dans la patience et l'ingéniosité redessinent l'horizon. Le Burkina Faso ose dire non à la fatalité, non à la dépendance, non au regard compatissant venu d'ailleurs. Il affirme son droit à reprendre en main ses terres, son eau, ses récoltes. La victoire reste incomplète, fragile, disputée chaque jour. Chaque goutte d'eau arrachée aux profondeurs est une conquête, mais aussi un pari risqué. Les puits finiront-ils par s'assécher? Les papayers résisteront-ils à la prochaine saison sèche? La révolution agricole africaine avance-t-elle vraiment ou demeure-t-elle suspendue à un fil, aussi précaire qu'une fleur de papayer sous le vent du Sahel? À l'heure où renaît l'espoir, le doute s'installe lui aussi. L'histoire du Burkina Faso n'est pas encore écrite. C'est là sa plus grande force, mais aussi sa vulnérabilité. Devant ce miracle en devenir, chacun se retrouve face à un choix: l'espoir actif ou la résignation. Rester spectateur ou s'inspirer de cette ténacité et agir, ici ou ailleurs. Le Burkina Faso n'a pas renoncé, et le désert n'a pas encore gagné. Peut-être que le vrai combat commence maintenant, entre ce que l'on croit possible et ce que l'on décide d'oser. Pour celles et ceux qui souhaitent s'impliquer, plusieurs pistes concrètes s'offrent à vous. Si vous vivez dans une région aride, pourquoi ne pas étudier les techniques d'irrigation goutte à goutte ou participer à des ateliers de compostage? Si vous êtes enseignant, vous pourriez organiser des conférences sur la gestion durable de l'eau, en prenant l'exemple du projet Désert Vert.
À l'échelle internationale, soutenir les initiatives d'agroécologie en Afrique ou relayer les succès et les défis rencontrés par le Burkina Faso, c'est contribuer à changer le regard porté sur le continent. Rappelez-vous, chaque transformation majeure commence par une poignée de volontaires décidés à briser la routine. L'histoire de la papaye du Sahel n'est donc pas qu'une affaire de fruits. C'est une invitation à l'action, un appel à la solidarité et un rappel que le miracle ne dure que si nous choisissons chaque jour de l'entretenir. Alors, miracle ou mirage? La réponse n'est pas gravée dans le sable, mais se construit, goutte après goutte, récolte après récolte, génération après génération. Ce qui est certain, c'est que le Burkina Faso vient de prouver une chose. Là où l'on décide de semer l'espoir, même le désert peut porter des